feu d'ici. Nul n'aurait pu rêver d'une scène plus parfaite. Je ne vois aucun instrument. Ton sens de l'observation continue de te servir à merveille, mais patience. C'est à Madame Justice que je dédie ce concerto, en l'honneur des vacances qu'elle semble avoir prises très loin d'ici, et en reconnaissance de l'imposteur qui se dresse à sa place. Dis-moi, Evie, sais-tu quel jour nous sommes? Le 4 novembre? Plus maintenant. Souviens-toi de ce 5 de novembre, de ses poudres et sa conspiration. Souviens-toi de ce jour, souviens-t'en, à l'oubli, je ne peux me résoudre. D'abord, l'ouverture. Oui, les cordes. Tends l'oreille, tu les entends? Maintenant les cuivres. Je les entends. Les vendeurs, maman, ils jouent de la musique. Comment vous faites ça? Attends, voilà le crescendo. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I got Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios, et encore une fois, la musique continue à jouer, alors je ne veux pas qu'elle joue. Mais c'est pas grave, on l'arrête. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur le 79e congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je suis seul à l'antenne aujourd'hui. Point d'invité, point de collègue de festival qui est avec moi ce soir. Je suis seul. Je suis seul avec vous. Et aujourd'hui, nous sommes le jeudi 19 janvier 2023 et aujourd'hui, c'est journée de manifestation contre la réforme des retraites. Alors, je suis tout seul, que vais-je faire ? J'ai tout simplement décidé de vous passer des musiques de films pendant une petite heure qui sont tirées d'œuvres de science-fiction cinématographique qui ont trait à la Révolution. Et donc vous avez pu entendre juste avant ceci l'ouverture de V pour Vendetta, donc film de 2006, si je dis pas de bêtises d'ailleurs, est tiré forcément du comics d'Alan Moore paru en 1982. Donc on va continuer, je vais vous faire une petite select tranquillois, je suis tout seul en studio, je vais reprendre mes esprits tranquillement pour m'habituer à être tout seul, je préfère être au format de discussion, je vous avoue généralement, mais là on va se faire plaisir, on va passer un peu de la musique, je vais vous parler un petit peu des films, des œuvres présentées, etc. Puis ça vous fera une petite selecta. Voilà, c'est votre petit programme jusqu'à 18h. Donc on écoutait effectivement V pour Vendetta, donc qui n'est pas d'ailleurs un film des sœurs Wachowski comme on peut l'imaginer, même si elles ont été forcément extrêmement présentes lors de la réalisation de ce film. Et donc adapté donc effectivement du comics d'Alan Moore, une adaptation qui n'est pas du goût de tout le monde généralement, mais moi que j'apprécie plutôt pas mal. Le film n'est pas parfait, loin s'en faut, mais franchement, on est dans la thématique, hein, forcément. On va continuer avec un autre film beaucoup plus vieux qui a même 100 ans. L'année prochaine, puisqu'on va partir plutôt du côté de nos amis de la révolution soviétique. En 1924 sort le film Aelita, qui est donc film muet de Yakov Protazanov, et qui est tiré du roman éponyme d'Alexei Tolstoï. Alors Tolstoï, c'est pas celui qui a écrit le célèbre romancier écrivain aussi russe, non, c'est Alexei Tolstoï qui lui était plutôt, on va dire, dans le côté un peu plus
espoir communiste de l'époque, et qui est donc son livre date de 1922. Très 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 bon bouquin. Ça parle en fait de cosmonautes qui vont sur Mars et qui se retrouvent face à une société qui est gouvernée par des despotes, etc. Et une révolution va se mettre en place sur Mars, et donc ces deux héros vont se retrouver un petit peu au milieu de tout ça. Donc il y a eu cette adaptation en 1924, très très réussie. J'ai lu le livre aussi d'Alexei Tolstoï, du coup, qui est assez excellent. Franchement, pour un bouquin qui a 100 ans, pour l'avoir lu, je sais pas, il y a 1 ou 2 ans, je sais plus trop, pour une programmation, je m'étais dit mais en fait ça passe crème, hein. C'est vraiment un très 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 bon roman, on se fait pas, on s'ennuie pas une seconde. Je dis pas qu'il faut pas qu'on s'ennuie pendant un roman, mais j'ai trouvé qu'il avait une écriture très 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 moderne, donc je vous le conseille fortement. Et on va écouter, pour se faire plaisir, ensuite sur Aelita, donc une petite reprise, forcément c'est un film muet, et donc ça c'est un petit remix de 2009 qui a été fait autour de la musique du film de l'époque.
ça s'arrête d'un coup. J'espérais pouvoir faire une petite transition, mais j'ai eu un peu du mal. Mais pas de souci. Vous venez écouter donc un morceau de Aelita, film soviétique de 1924 qui parle d'une révolution communiste qui se passe sur Mars. Les communistes ont fait la révolution utopique telle qu'ils le souhaitaient et l'ont amenée sur Mars. Et donc voilà, on parle vraiment d'un mouvement révolutionnaire qui se met en place. Et c'est un très très bon film, vraiment muet de cette époque. Et je recommande de nouveau le bouquin d'Alexei Tolstoï de 1922. Si vous arrivez à vous le procurer, je vous le conseille, ça se lit vraiment très bien. Ça fait partie des petites lectures souvent méconnues liées à la science-fiction. On continue, on va quelques années plus tard, tranquillement, en direction d'une œuvre beaucoup plus connue, s'il en faut, même on pourrait dire que c'est pas très original, mais thématiquement, sur une thématique révolution, cinéma et science-fiction, on est dedans, puisque je parle de Metropolis de Fritz Lang, donc de film de 1927, qui avait coûté très très cher, genre le film le plus cher de l'histoire du cinéma à l'époque, et qui s'était planté dans les grandes largeurs. Toutefois, il a été revu deuxième moitié du XXe siècle, où d'un coup il est revenu au devant de la scène, et puis il y a eu forcément des rééditions qui ont été faites. On a retrouvé d'ailleurs aussi à des moments des bandes qui avaient disparu puisqu'il a été coupé dans tous les sens. Un film qui est très long pour l'époque en tout cas. Et voilà, donc voilà, Metropolis, que j'ai pas très envie de présenter, mais je peux quand même vous dire un petit peu l'histoire de ça rapidement. Allez, on va dire que vous me répondez oui de l'autre côté de la radio. Donc ça se passe en 2026, on s'approche. Metropolis est une mégapole dans une société dystopique divisée en une ville haute où vivent les familles intellectuelles dirigeantes dont l'oisiveté, le luxe et le divertissement. Il y a une ville basse où les travailleurs font fonctionner la ville et sont opprimés par la classe dirigeante. Un savant fou, l'hybride Wolfgang, met au point un androïde à l'apparence féminine, lequel sera chargé d'exhorter les ouvriers à se rebeller contre le maître de la cité, Joe Friederson, ce qui permettra à celui-ci de les mater. Donc voilà, c'est Metropolis, on est clairement sur une histoire d'un soulèvement ouvrier qui se passe dans un futur imaginé à l'époque, donc imaginé 100 ans plus tard. C'est un grand chef-d'œuvre forcément du cinéma, de science-fiction et du cinéma tout court. Je ne pouvais pas passer à côté, et on va s'écouter une petite ouverture aussi qui a été refaite donc par Zach Klein. Donc c'est une petite relecture de l'ouverture que je vous propose maintenant.
Et voilà, donc une musique inspirée du film Metropolis de Fritz Lang 1927, que je vous recommande forcément grandement si vous ne l'avez pas vu, mais bon, je pense que c'est assez rare, etc. C'est un film qui est vraiment diffusé, surdiffusé, rediffusé, redécouvert, etc. Une belle œuvre de science-fiction forcément, et tout à fait dans notre thématique du jour. On continue tranquillement notre petite balade au sein des films. Pour aller un petit peu plus tard, on va aller en 1975 avec Rollerball, grande œuvre de science-fiction de Norman J. Wilson, qui narre l'histoire d'un jeu, d'un jeu quelque peu meurtrier dans un futur dystopique pour changer, où voilà, on se retrouve en une espèce presque, on pourrait être un peu sur du cyberpunk. Il manque peut-être pas mal d'éléments, on va dire, esthétiques qui peuvent en faire partie. Mais on se retrouve face encore à des méga corporations avec des différents départements qui gèrent l'humanité, etc. Et le rollerball, ça sert juste, c'est du jeu pour le peuple, hein, tout simplement, ultra violent et qui occupe tout simplement et qui passionne les foules et qui permet un peu de les sortir des questions sociales à lesquelles elles ont affaire. Voilà, donc très très bon film de 1975. On va écouter sur le morceau, on reste sur les ouvertures, mine de rien, on est un peu à fond sur les ouvertures là. Donc avec l'ouverture du film, qui est donc la toccata de Jean-Sébastien Bach, ou Johann Sebastian Bach, jouée par le London Symphonic Orchestra. Un très très bon morceau. Qui rentre un peu dans cette arène qui ouvre le film. Hein. C'est vraiment le joueur rentre dans cette arène, oui, c'est une arène tout court d'ailleurs, tout simplement pour s'affronter, etc. Et ça commence sur cette musique-là.
la toccata de Jean-Sébastien Bach qui ouvre donc le film Rollerball 1975 de Norman Jewison. On sent bien vraiment dans le choix de cette musique d'avoir ce côté très religieux, très fort, très pesant de cette entrée en lice des joueurs qui vont s'affronter et à quel point effectivement le jeu permet de représenter tout un... Comment dire, j'improvise là, de représenter tout simplement un fait religieux, tout simplement. C'est ce que je ressens en tout cas de mon côté. On rappelle qu'en 2002, John McTiernan, un réalisateur qui a fait quand même quelques très grands films, comme Predator et je vais avoir du mal à les retrouver comme toujours, puis bêtement Piège de cristal. A fait un remake en 2002 mais qui n'est pas du tout réussi malheureusement et qui même dévoie un peu le propos. C'est un film qui dénonce beaucoup Rollerball, etc. Et qui avait un propos et malheureusement en 2002 c'était un peu loupé. Et c'est notamment aussi un film en 2002 qui a valu à John McTiernan de faire quelques temps en prison pour des questions d'écoute des producteurs. Enfin bref, c'était, je ne vais pas rentrer dans les détails et les dramas d'Hollywood, mais ouais, ça avait fait mal. Voilà, on va continuer, on va se rapprocher là d'un coup, on va faire un gros saut dans le temps et on va arriver à vraiment quelque chose de beaucoup plus récent. Mais je voulais aussi aborder cette question de musique, de film, de science-fiction, révolution, avec des œuvres aussi diverses que variées, mais toujours dans notre thématique, puisqu'on va aller en direction de Hunger Games. Oui, Hunger Games, on rappelle, c'est une tétralogie de films qui sont sortis entre 2012, si je dis pas de bêtises, et 2015. Plus ou moins réussi selon les goûts des uns et des autres, tiré du roman en 3 volumes. Du coup ils ont fait 4 films forcément, même si c'est 3 bouquins, grosse mode à l'époque, de Suzanne Collins, que j'ai lu d'ailleurs et que je trouve franchement ça se lit extrêmement bien. Et dans cette grosse mode qu'on a eue au début des années 2010 jusqu'à peu près 2020 d'adaptation de Young Adults, ça démérite pas trop. C'est mon opinion personnelle. Après, c'est pas de mon côté des films que j'irai me re-regarder comme ça. Je pense même pas que je les reverrai un jour, en fait, par si, je sais pas, on m'y invite. Mais voilà. Tiens, au passant, j'ai perdu ma petite page que je voulais avoir. Et du coup, on va s'écouter un petit morceau, même si alors on va regarder plus sur un côté un peu plus pop musique. On va sortir des orgues et du côté église, quoi. Et on va s'écouter Kingdom Come, The Civil War, qui est lié au premier film, tout simplement. On fait simple, on fait efficace et on appuie sur le bouton. Run away, buy yourself another day. A cold wind's whispering secrets in your ear, so low only you can hear. Run and hide somewhere no one else can find. Tall trees bend and lean, pointing where to go, where you will stay.
Kingdom Come, tiré de la bande originale de Hunger Games. Donc quand même un film aussi, je ne l'ai pas trop résumé, mais je pense que c'est quand même un objet culturel récent. Du coup, tout le monde connaît un petit peu ce qui s'y passe. Clairement, mais en tout cas, on se retrouve en fait dans un monde toujours dystopique, où le pays, ce qu'il en reste après une grosse guerre, enfin, tout trucs qui se sont passés, se sont divisés en secteurs, plus ou moins riches, etc. Et il y a un jeu qui est mis en place pour... pareil, toujours, c'est une bonne suite à Rollerball, on va dire, dans cette idée du jeu pour occuper le peuple, etc. Et qui forcément un peu cheaté. Et là-dessus, forcément, les classes des secteurs les plus pauvres vont commencer à se révolter là-dessus, en utilisant notamment la figure d'une héroïne, clairement, qui va servir aussi. Parce que voilà, tout n'est pas rose de partout, loin de là, va servir aussi d'égérie, de révolutionnaire, et va avoir donc aussi un rôle médiatique à jouer pour pouvoir soulever les peuples, etc. Mais à quel prix ? C'est-à-dire que voilà, certes, et donc d'ailleurs beaucoup de sacrifices derrière tout ça, et voilà, et puis on est sur des questions un peu forcément de choix politiques pour arriver à ces fins, et ce que ça peut en dire. Je vais pas pousser l'analyse plus loin parce que je pense que je vais du coup commencer à dire des bêtises. Et je n'ai jamais trop analysé non plus. Donc voilà, j'ai pas essayé d'y substituer des grilles de lecture un peu surprenantes. Je pense qu'elle est droit dans le mur, me connaissant. Voilà, et on continue. Un an plus tard, on va rester encore sur une œuvre assez récente et malheureusement assez loupée. Et pourtant, il y avait beaucoup de bonnes choses qui auraient pu découler de ce film. Mais je parle de Elysium de Neil Blomkamp, qui lui décrit un monde où en gros sur Terre, en gros on a un petit sentiment de post-apo, apocalypse, c'est-à-dire voilà, tout est un peu pourri, et les bourgeois sont allés dans l'espace sur une jolie petite arche qui est juste au-dessus, et eux ils vivent forcément dans un joli dans un petit monde qui se sont créés où tout est beau, tout est joli, il y a des arbres, c'est vert, et ils ont plein de place pour être tranquille, etc. Et voilà, et là-dessus on suit le destin d'un personnage qui travaille en usine, qui essaye un peu de survivre, et va lui arriver un accident, et voilà, ça va commencer à péter un peu à droite à gauche autour de tout ça, parce que effectivement voilà, alors on se retrouve vraiment sur une représentation, la lutte des classes grossière, clairement, qui aurait pu être bien. Il y a quelques personnages qui s'en sortent un peu mieux dans ce film-là, mais Neil Blomkamp, à qui on doit quand même l'excellent District 9, voilà, ça c'est sa grande réussite, clairement, n'a jamais réussi derrière à transformer l'essai de ses films suivants, qui sont toujours à charge sociale, ça on voit déjà dans District 9. Je l'ai pas mis parce qu'on est moins, même si on est un peu sur une révolution, des manifestations d'extraterrestres qui vont vouloir sortir du ghetto dans lequel ils se trouvent, je préférais quand même mettre Elysium, que je trouve forcément vraiment moins bon de ouf, mais ça, voilà. En tout cas, c'est un film, je trouve, qui rentre complètement dans notre thématique, et on va s'écouter tout simplement le thème principal du film. C'est parti. Is it that you wanted?
Et voici, c'était donc le thème principal du film Elysium, sorti en 2013 de Neil Blomkamp. Blomkamp, je sais très mal, j'ai pas savoir prononcer comme toujours. Voilà, qui traite effectivement de lutte des classes et d'un monde qui est vraiment divisé en deux, mais vraiment extrêmement frontalement. On va dire, faut pas chercher le sous-texte, on est en plein dedans. On continue tranquillement, on reste en 2013 avec un autre film qui, alors on va pas trop sur... Si on a un aspect révolutionnaire d'une certaine manière, mais là je tire un peu le sujet, on va dire. C'est celui où je tire un peu le sujet, puisque je parle du film Un dernier pub avant la fin du monde, un film d'Edgar Wright avec Simon Pegg, Nick Frost, enfin toute sa petite team qui clôt la trilogie Cornetto avec Shaun of the Dead et Hot Fuzz. Donc le dernier pub à la fin du monde, ça raconte l'histoire de personne qui va pas bien, puisque il est un peu resté coincé dans sa 17e année. Il est forcément beaucoup plus vieux maintenant. Petite crise, on va dire, de la quarantaine. Je sais plus trop l'âge qu'il a réellement. Et qui va réunir ses amis pour refaire un marathon qu'il avait fait, dont il garde un souvenir précieux, même si c'est quelqu'un de clairement problématique dans tous les sens. Et va essayer de revivre ça. Il retourne dans leur petit village d'enfance. Voilà, il joue vraiment il fait tout pour les faire venir là, etc. et passer ce moment, mais forcément tout le monde a vieilli, ses amis ont leur vie, qui sont toutes différentes mais qui leur appartiennent. Et dans cette ville, il se passe un truc assez étrange, effectivement, avec les habitants, où tout est sage, mais tout était déjà un peu sage avant, mais il y a un truc qui se passe. Alors peut-être que les gens n'ont pas vu le film, donc j'ai pas trop envie d'en dire. Mais on se retrouve forcément face à ces thématiques de le monde s'est aseptisé. Alors, quand je dis ça, attention, c'est juste que le monde s'est aseptisé et ils ont envie de faire la teuf concrètement et mettre des branlées au phénomène auquel ils ont affaire, etc. Avec tout l'amour et la réussite, tout l'humour, l'amour et la réussite que peut avoir Edgar Wright dans ses réalisations. C'est un film qui raconte vraiment beaucoup de choses et qui, on va dire, qui a plutôt un ton sur la question, qui est plutôt libertaire comme film. Voilà, mais qui a aussi des conséquences par rapport à ce qui va se passer, notamment sur le final, etc. Si vous l'avez vu, je vous laisse en tirer vos propres conclusions, parce que moi, si je dois le faire, je suis obligé de spoiler, forcément. Du coup, on va s'écouter Loaded, The Primal Scream, un chouette morceau qui devrait remettre un petit peu la pêche, normalement, à cette heure-là. On continue tranquillement, je le retrouve dans ma petite playlist, je l'ai, et c'est parti. That you want to do. We want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, when, baby? Let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party.
Just what is it that you want to do? I'm gonna get deep down, deep down. I said, I'm gonna get deep down, deep down. Woo, hey! We want to be free to do what we want to do. Just what is it? Away, baby, let's go! Pas bien sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios, pour cette petite rétrospective sélection de musique tirée de films de science-fiction qui ont trait à la figure de la Révolution. Et on continue tranquillement. Donc là, nous venons écouter Loaded de Primal Factor. Mon super Primal Scream. Non, je vais le faire à la française. Donc c'était Loaded de Primal Scream, du coup, tiré du film Le Dernier Pub avant la fin du monde. On continue, on va passer alors à tout autre thème. Alors, vu que j'ai un peu improvisé cette émission, je vois à peu près les enchaînements sont un peu périlleux, mais ils se tiennent, je l'auto-accepte. Ce que je fais, on va passer à autre chose. Alors du coup, on va moins parler de la question de révolution, encore une fois, mais plutôt on va dire d'un film que je ne pouvais pas ne pas évoquer lors de cette émission, sorti en 1997 de Paul Verhoeven, et puis la musique défonce tout aussi au passage. Et on parle de Starship Trooper, bien entendu, un film il a fallu un peu de temps pour le comprendre sur le moment, parce il nous était promis plus ou moins un récit guerrier contre des insectes géants d'une autre planète, concrètement, et on s'est retrouvé avec une grosse charge anti-système, etc., ultra violente, ultra bien branlée, qui nous offre effectivement des moments de scènes d'action débridés et bien branlés, qui vieillissent vraiment très bien. Ça, plutôt bien. Il va y avoir 20 ans le truc, 30, oh putain. Et ah oui, c'est ça, ouais. Et du coup, ouais, on se retrouve devant ce film-là qui est très étonnant et qui est franchement, les gens ne l'auront pas compris en fait, parce que si on regarde ce film du premier degré, ou petit conseil que je peux vous donner, regardez le film en étant du côté des insectes, vous l'apprécierez beaucoup plus, etc. Parce que Ken et Barbie et leurs copains nazillons du gouvernement, etc., Paul Verhoeven, il y va à fond, et j'ai le sentiment qu'il s'est beaucoup amusé à faire ce film.
Il est tiré notamment du livre Étoile garde à vous de Robert Heinlein. Robert Heinlein, donc un des grands auteurs de science-fiction au monde, clairement, qui a notamment inventé plein de concepts, notamment dans ce film-là, la question d'exosquelette, qui n'existait pas avant, et qui était quand même, politiquement un militariste convaincu, si je dis pas de bêtises, et voilà, dans Starship Troopers, dans la société qui est décrite, on peut être citoyen, c'est-à-dire avoir le droit de vote qu'à partir du moment où on a fait son service militaire. Il faut faire ça et à partir de là, on a le droit de vote, etc. Et je crois qu'Heinlein le pensait vraiment. J'ai toujours cette anecdote que j'aime beaucoup aussi donner sur l'auteur. Il a écrit un autre livre qui s'appelle En terres étrangères, qui raconte un être humain qui a été élevé par les Martiens, revient sur Terre et qui a 2-3 pouvoirs, etc., devient une espèce de, entre guillemets, nouveau messie, qui est un beau livre, au passage, et qui, en fait, a été beaucoup repris par le mouvement hippie dans les années 70, qui, ça faisait partie de leur bouquin un peu de chevet, sauf que les hippies, ils allaient voir Robert Heinlein dans sa baraque pour le saluer, on dit, putain, on va voir l'auteur de ce super bouquin, etc., et lui, il est chassé à coups de flingue, ils ont, barrez-vous de mon jardin, putain de hippie, quoi. Donc, voilà, c'est un peu le personnage. N'empêche qu'il a, c'est pas n'empêche, politiquement, clairement, il était de ce bord-là. Il s'en est jamais caché. Mais c'était de ses qualités, c'est déjà il écrit bien, et il a toujours su développer des idées de science-fiction de manière assez folle. Et voilà. Donc Starship Trooper, Paul Verhoeven, on va s'écouter. Je suis pas original pour un sou, mais Klanda to Drop, qui va vous mettre un peu la pêche, j'imagine, à l'approche de 18h, avec donc de Basil Polidoris, un morceau ultra connu si on en veut, qui effectivement est là pour vous réveiller si jamais vous étiez en train de vous endormir au son de ma voix.
c'était donc Clan to Drop. Faut que j'arrête de faire des accents anglais. Clan to Drop de Basil Polidoris, tiré du film Starship Trooper de Paul Verhoeven 1997. Et forcément un côté ultra martial, mais ce qui est un peu amusant, c'est que on voit juste tout un tas de G.I. Joe qui se retrouvent juste en mode ouais, on va se battre contre les insectes et se faire défoncer la gueule concrètement, et ils vont juste au massacre, etc. Voilà, donc c'est assez divertissant. On continue avant-dernier puisqu'on s'approche des 18h, donc le temps va commencer à filer forcément. Alors, celui-là, je m'attendais pas à le mettre, mais je l'ai mis quand même, surtout qu'actuellement, je lui fais pas la pub du siècle. Mais bon, on va dire que l'ami Bolchegeek, dans sa vidéo qu'il a fait il y a quelques semaines, avant la sortie d'Avatar 2, effectivement, comme d'habitude, donné une très belle analyse de cette œuvre. Et effectivement, je pars sur le thème d'Avatar, de James Cameron, 2009, etc., qui raconte quand même tout simplement un peuple qui va finir par dire « Ok, on est en train d'être occupé, il se la joue à la cool, puis finalement pas du tout. Du coup, on va juste les bouter hors de chez nous, qu'ils arrêtent de nous casser les couilles et à nous coloniser pour nos ressources, quoi. » Et voilà, donc oui, Avatar, je sais pas, je me suis dit que ça pouvait rentrer là-dedans, dans l'effort collectif pour dire ouais, ça s'arrête maintenant. Donc je vous mets bêtement, je vais pas en dire trop là-dessus, parce que de toute façon après sur Avatar je m'énerve tout seul, donc je vous foutre la paix avec ça. Du coup je vais vous mettre bêtement le thème du premier Avatar et ça va passer crème. Alors, c'est un peu plus calme du coup. Thank you.
Et c'était donc le thème principal de Avatar numéro 1, sorti en 2009 et que je vais certainement pas prendre le temps de présenter parce que ça sert un peu à rien, je pense que tout le monde l'a vu. Mais voilà, c'était donc l'avant-dernier morceau, il reste quelques minutes, hein, vraiment le temps presse de seconde en seconde parce que c'est le principe du temps aussi. Et donc on va s'écouter un dernier morceau qui est une reprise d'ailleurs, tiré d'un de mes films qui est devenu un de mes films préférés, alors que quand je l'avais vu à l'époque à sa sortie, j'ai fait ouais, mouf, etc. Mais finalement, c'est un film que je peux me regarder de temps en temps, on va dire une fois par an, et me dire en fait il est vachement bien et tout, et puis voilà, c'est un film que j'ai appris à apprécier en fait, et qui m'a fallu du temps, parce que voilà, je pense que je partais aussi pour regarder autre chose, et j'étais assez surpris par le style de Bong Joon-ho, qui a donc fait l'adaptation du Transperce-Neige en 2013, de nouveau, il y a beaucoup de films de 2013. Et donc un très 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 bon film. En fait, finalement, la patte Bong Joon-ho a vraiment, je pense, sublimé ce film, et qui parle, alors là vraiment, pareil, on se retrouve littéralement sur des questions de classe sociale qui sont séparées par un train. On est au fond, on est dans la merde littéralement d'ailleurs, et on est devant, on est chez les bourgeois, si ce n'est pas plus. Et du coup, forcément, on va parler d'une révolte qui se met en place, mais qui forcément a aussi ses systèmes de contrôle. Je vous en dis pas plus que ça, mais j'en dis pas mal. Du coup, je pense que ça finira bien l'émission. J'ai décidé de mettre une petite musique qui est donc la reprise. Alors là, c'est tiré de la série. C'est vrai qu'il y a la série télé qui a 3 saisons, je crois, qui sort depuis quelques années. J'ai oublié la date, 2018, j'imagine. Et moi, j'aime beaucoup. Enfin, je trouve qu'elle a des hauts et des bas, etc. Et qu'elle a quelques défauts des séries d'aujourd'hui. Parfois, avoir un peu des tunnels de dialogue avant d'avoir une scène entre guillemets d'action. Ça manque, je trouve, un peu les séries souvent aujourd'hui d'équilibre entre les deux. Bref, passons cet avis personnel. Mais je la trouve très réussie au final, et surtout elle commence à aller un peu plus loin dans ce qu'elle raconte, donc hâte de voir la suite. C'est une série que je prends plutôt du plaisir à regarder quand elle sort. En plus, c'est des saisons de 10 épisodes, je crois, ou 12, donc ça va, c'est pas trop méchant. Passons. Du coup, voilà. Alors, Transperce-Neige, du coup, ce sera pas la musique du film, mais donc c'est plutôt un moment, effectivement, qui est tiré de la série. C'est vrai que j'avais bien aimé cette reprise. C'est la reprise de encore de l'anglais, ça va être rigolo. Seinen Senju de Murray, vous allez la reconnaître, je vous l'ai dit pas, j'ai pas cherché à trouver mon accent horrible. Qui faisait une critique qui est assez rigolo de l'histoire de cette chanson, enfin rigolote, elle est intéressante, on va dire, puisqu'effectivement elle reprend un peu, elle a été écrite et composée suite au scandale de Nixon en Amérique, et donc en fait c'est une chanson extrêmement engagée. Ce qui est amusant de savoir, c'est qu'elle a eu un énorme succès en France, cette chanson, mais vraiment méga succès. Et par contre, nous, on l'a dansé en slow. Et en fait, un jour, Murray, donc le compositeur de cette chanson, avait dit, mais en France, je comprends pas. C'est trop une chanson politique qui a trop la mort, et tu vois les petits Français en train d'aller dans leur boom pour danser dessus. Et c'est pas qu'il était choqué, il me disait, par contre, ils comprennent pas du tout ce que je raconte dans cette chanson. Donc voilà, c'est une petite anecdote assez rigolote autour de cette chanson. Et donc la série a fait une petite reprise. D'ailleurs j'ai un peu zappé les infos, etc. Bah oui, mais d'un autre côté, si je les mets pas sur mon texte en texte, je vais un peu les zapper. Donc juste pour vous dire quand même qui sont les artistes, hop là, on n'en parle plus, qu'elle se lance pas toute seule. C'est même pas très précisé en fait. Oui, sinon, c'est quelqu'un qui sait, il met pas... Ouais, on s'en fout. Ok, je vous la lance, tout simplement, parce qu'on est arrivé au bout de cette émission. Et je vais vous dire au revoir. Du coup, pour terminer cette émission, je vous remercie de m'avoir écouté, si vous l'avez fait, qui sera disponible en podcast dès samedi sur tous les réseaux du festival Les Intergalactiques. Vous étiez sur le 79e congrès de futurologie, une émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival, une émission programmée et animée par moi. Bonne fin de jeudi, et on se retrouve très vite à la semaine prochaine avec un invité. Ciao, ciao. C'est pas du tout. That's not what I wanna hear,
please tell us it ain't so. Feito